Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allô Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo. Vous le savez, c'est votre émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, on vous répond. Aujourd'hui, nous allons parler de la logistique urbaine qui fait beaucoup parler d'elle, notamment la logistique urbaine décarbonée. Et pour ce faire, je reçois Gabrielle Miliane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Montabor. Et à ma gauche, Isabelle Robert-Védy. Bonjour. Bonjour. Avocat associé, on va parler droit de l'urbanisme ensemble. Vous êtes avocat associé pour Simon Associés. On va peut-être commencer, vous allez nous présenter Gabrielle Montabor. Pour commencer, vous êtes spécialiste français de la restructuration immobilière. Oui, c'est ça. Donc Montabor, historiquement, Montabor Invest, donc est une structure qui met en place des projets de value add. Donc le value add, ce sont des achats d'actifs immobiliers à restructurer, dans l'idée de leur créer de la valeur additionnelle. Et donc, évidemment, une rentabilité intéressante en comparaison avec les actifs core, qui, eux, sont des actifs avec des rentabilités, on va dire, linéaires. Voilà. Et donc, au départ, on faisait plutôt de la restructuration tertiaire, hôtellerie et résidentielle de luxe. Plutôt sur Paris, en tout cas. Et puis, ces dernières années, on s'est intéressé après à la logistique urbaine dont on va parler. Dans notre organisation, on fait une partie investissement, une partie gestion d'actifs, actifs sur lesquels on investit. Et dans ce cadre-là, je dirige aussi la structure Montabor Asset Management, qui s'occupe de ces projets de restructuration tertiaire. D'accord, très clair donc pour Montabor. Maintenant du côté de Simon Associés, une petite présentation, maître. Oui, bonjour, donc je suis Isabelle Robert-Védy. Je suis associée du cabinet Simon depuis 2015 au sein du département immobilier. Donc le cabinet Simon est un cabinet d'affaires pluridisciplinaire avec un département immobilier assez important puisque nous sommes 4 associés et on maîtrise en fait toute la chaîne immobilière de l'acquisition de l'immeuble, l'identification des règles urbanistiques qui s'y appliquent jusqu'à la gestion de l'immeuble en tant que tel, la gestion des baux, la construction, la copropriété. Et dans ce panel-là, on accompagne un certain nombre de clients privés, des propriétaires, des investisseurs. On intervient aussi auprès de notaires dans le cadre de valorisation justement d'immeubles pour gérer leur transformation. Typiquement, c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Tout à l'heure, on va revenir sur la récente nouvelle, le Conseil d'État qui a jugé le 23 mars dernier que les dark stores qui font débat sont des entrepôts, donc au sens du code de l'urbanisme et du PLU. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire exactement, maître. Et puis avant tout, on va peut-être parler de logistique urbaine de façon plus globale, plus générale, puisqu'on a des auditeurs qui nous demandent en fait que peut-on définir par logistique urbaine ? Qu'est-ce que c'est exactement la logistique urbaine ? Qu'est-ce que ça comprend ? Alors, c'est vrai que la logistique urbaine, pour nous, c'est un nouveau type d'actif, tout simplement, qui adresse différents métiers. Donc, dans ces différents métiers, vous avez ce qu'on appelle le colisage. Donc, le colisage, c'est l'ensemble des colis qui sont amenés depuis des achats en ligne, notamment qui, du coup, sont exponentiels, qui progressent très rapidement ces dernières années. Ces colis sont amenés en ville pour être distribués toujours plus vite, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Mmh. Donc, distribués par des opérateurs comme Amazon, mais c'est aussi par la Poste, les achats en ligne entre particuliers. Enfin, oui. C'est toutes ces ventes qui nécessitent beaucoup de transit de colis. Donc, ça, c'est une première activité, un premier métier qui est adressé par la logistique urbaine. Il y a un autre métier qui est le stockage déporté. Donc le stockage déporté pour des marques, magasins, enseignes qui aujourd'hui, au regard des loyers qui sont toujours plus élevés, ont besoin de surfaces de stockage à proximité donc de leur point de vente intermédiaire en fait avec la logistique XL qui elle donc est en périphérie des villes. Donc ça c'est un deuxième métier en fait qui est adressé par ces sites-là. Et puis il y a un autre métier qui est tout ce qui est pick-up de colis. Donc où aujourd'hui il y a un vrai besoin d'avoir de nouveaux lockers de
colis type locker Amazon, en fait, pour distribuer des colis, donc pour que les gens, de façon autonome, aillent chercher directement oui, donc c'est des leurs espèces colis. de coffres, en fait. Comme les coffres, gens en avec fait, des où les gens arrivent avec des codes, ouais. exactement. Donc, la logistique urbaine, ça adresse ces 3 grands métiers. Après, il y a des sous-métiers, évidemment, des sous-catégories. Et aujourd'hui, c'est très, on va dire, sous-dimensionné en ville. Il y a 4% d'offres aujourd'hui, donc en ville. Typiquement, ce qui était intéressant cette semaine, par exemple, j'ai échangé avec Amazon, qui a des vrais sujets pour assurer ses livraisons, et qui a un accord avec la RATP, que j'ignorais. D'accord. On a découvert ça. Ah oui. Et donc, ils occupent les dépôts de bus de la RATP parisien pendant la journée. Donc, ils font une réversibilité. Donc, d'accord. Eux occupent, avec leurs colis qui arrivent le matin, qui sont livrés dans la journée, donc les dépôts de bus. Et puis, quand les bus reviennent, évidemment, ils laissent la place au bus en fin de journée. D'accord, donc des colis la journée et des bus la nuit. C'est ça. Ils en sont là aujourd'hui tellement il y a peu d'offres. Et tellement ils ont un besoin de créer un maillage à Paris et partout en France. Donc voilà, la logistique urbaine, en réalité, c'est un nouveau besoin lié à cette évolution des problèmes de stockage des commerçants, d'évolution du nombre de colis livrés. Aujourd'hui, à Paris, c'est 500 000 colis par jour, à peu près. Donc ça donne une idée. Alors, ça a explosé en 2020-2021 avec le confinement. Est-ce que c'est toujours d'actualité en 2022, début 2023 ? Est-ce qu'il y a toujours autant de... Aujourd'hui, nous, dans les dernières études qu'on a fait avec Sistra, sur nos premières implantations, on est toujours à ce nombre de colis par jour, sachant qu'un Amazon, par exemple, sur un site logistique, il livre 10 000 colis par jour. Donc, oui, 500 000, ça fait quand même beaucoup. Donc on a aujourd'hui un vrai besoin d'espace pour ça, et en parallèle, la logistique urbaine, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un type d'actif qui s'implante sur des ouvrages délaissés. Donc en réalité, beaucoup de parkings, beaucoup de garages, concessions automobiles qui sont en perte d'usage, en perte d'activité, qui ne trouvent aucun autre finalement remplacement d'activité que cette activité-là, puisqu'on a souvent des espaces en rez-de-chaussée et sous-sol, donc finalement qui adressent assez peu de clients retail classiques. Et ça va faire partie de votre stratégie. Exactement, il y a des sites sur lesquels on se positionne, ça fait 3 ans qu'ils sont vides. Donc d'abord ils étaient à la location, ils trouvaient pas, après ils ont été à la vente. Vous faites un benchmark ? Des sites bien placés en plus, on parle pas de trucs. Comment vous faites un benchmark des sites Alors aujourd'hui on a une partie de notre activité, c'est du développement foncier, donc on cherche effectivement des sites à l'achat. D'accord. Que vous achetez donc et qu'on achète, et c'est souvent des anciens parkings ou des parkings où il reste énormément de places vacantes, donc clairement qui ne marchent plus. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a même été approché par des gens comme Indigo, donc pour tout vous dire, qui aujourd'hui, il y a des parkings Indigo en France qui sont sous-exploités. Quoi. Alors, Maître, on va peut-être parler des conséquences de cette logistique urbaine, parce que c'est vrai, on l'a vu, les Parisiens, mais pas que, les citadins, les Lyonnais, les Marseillais, veulent, c'est vrai, être livrés rapidement, tout avoir à domicile en un clic, et pourtant, les citadins, sont contre les nuisances de cette logistique urbaine. Ça fait trop de bruit, y a un entrepôt en bas de chez moi, on va parler des dark stores, ça pollue. Puisque les livreurs sont en mobilette, il y a des camions qui approvisionnent aussi. C'est pas très propre non plus. Voilà, c'est pas propre. Alors, quelles sont les nuisances déjà qu'on peut répertorier avec cette fameuse logistique urbaine, et notamment la logistique du dernier kilomètre ? Alors, si vous permettez, en fait, je vais revenir sur un point, parce que ce que vous avez dit est extrêmement intéressant, parce qu'il y a 2 choses dans vos propos. Il faut bien distinguer l'activité de la logistique urbaine de l'immeuble. Quand on parle logistique, c'est pas une destination d'immeuble. La logistique, au niveau des immeubles, c'est la qualification d'entrepôt. Et on a un peu tendance à mélanger un peu les deux. Mais les entrepôts font partie de la logistique. Voilà, l'entrepôt, c'est attaché à l'immeuble. La logistique en tant que telle, vous l'avez souligné, en fait, on a à la fois la logistique du particulier, c'est-à-dire sa livraison au point final, chez lui. Vous avez la logistique des colis de pick-up, et vous avez la logistique des magasins. N'importe quel magasin, n'importe quelle activité. Vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, les commerçants ont une partie qui est liée à leur logistique, entre guillemets, leur entrepôt. Ce sont leurs réserves. Donc ça, c'est une activité. Et on voit un glissement, en fait, qui s'opère, puisque, effectivement, vous avez raison, le foncier se raréfie. On a un glissement dans les destinations. Vous avez pointé l'utilisation d'un immeuble de la RATP qui est aujourd'hui, dans la journée, affecté à l'accueil des véhicules, et le soir, la nuit, et qui dans la journée accueille des colis, donc de l'entrepôt. Donc ce qui signifie que le soir, en fait, c'est un garage, mais un parking, donc une Synaspic, au niveau de la destination de Paris, et la journée en entrepôt. Donc il a 2 destinations. Et ça, nous,
au niveau urbanistique, ça pose des difficultés puisque chaque immeuble doit rentrer dans une case en termes de destination. Mais ça, de plus en plus, ça se voit depuis le Covid. Exactement. Donc le sujet, il est lié effectivement à l'entrepôt, mais il est lié à plein d'autres sujets. Quand on parle, par exemple, je fais un petit aparté, mais sur les bureaux, le coworking, on est dans un immeuble de coworking. Est-ce que c'est vraiment du bureau ou est-ce que c'est du commerce ? Puisqu'on vend des prestations. Les salles de concert, l'Arena qui se transforme aussi avec IWG en business, en salle. Voilà, exactement. Salle de coworking. Vous avez des hôtels qui ont servi de coworking, des hôtels qui servent d'habitation principale. Donc on a une espèce de frontière entre les destinations qui est un petit peu d'un point de vue juridique, c'est compliqué. Exactement. Et qui pose des vrais problèmes en termes d'affectation de l'immeuble. Quand on l'utilise, l'immeuble, derrière, on a des problèmes de destination. Et précisément, c'est ce qui est intervenu avec les dark stores, d'abord portés par la ville de Paris, puis par d'autres villes de province également, puisque ces immeubles destinés à la logistique urbaine, en fait, ont été opérés dans des locaux qui étaient à destination commerciale, alors qu'en réalité, il s'agissait d'entrepôts, au sens des destinations urbanistiques. Alors concrètement, parce qu'on a eu des demandes d'auditeurs, qu'est-ce qu'un dark store ? C'était, vous l'avez dit, c'est à la place d'un commerce. Donc quand on se balade à Paris, on voit un ancien magasin qui est devenu un entrepôt. Au final, c'est ça. Exactement. Un dark store, en fait, c'est un magasin qui ne reçoit pas de clients. En fait, on appelle ça un magasin. Alors, le terme est un peu... c'est pas un vrai terme, en fait, le dark store. C'est un magasin, mais on n'est pas un, puisqu'il n'y a pas de clients. En fait, la vraie différence entre un commerce et un entrepôt, c'est que le premier reçoit des clients, le deuxième reçoit des livreurs qui vont prendre les produits, qui vont apporter des produits, qui vont prendre les produits pour les livrer chez un tiers. Ce n'est pas les clients qui viennent chercher les produits. C'est ça la vraie différence. Et donc les dark stores ont été pointés du doigt pour deux raisons. La première, parce que en réalité, ils apportaient beaucoup de nuisances, ils faisaient du bruit. Il y a des livreurs devant. Exactement. Il leur a aussi été reproché de tuer le petit commerce, puisqu'en réalité, tout le monde commandait en ligne et se faisait livrer chez soi un pot de Nutella, un pot de confiture ou un dentifrice. On a vu les publicités dans le métro. Et qu'en réalité, tout cela confondu a fait que les élus ont souhaité, les élus locaux en majorité, ont souhaité réglementer l'implantation de ce type d'activité. Alors justement, on va peut-être parler de la décision du Conseil d'État, bien sûr. Donc qui a décidé de classer en fait ces dark stores, de les définir comme entrepôts. Tout à fait. En fait, il faut savoir que la ville de Paris a décidé spontanément de réglementer. C'est-à-dire que les commerces qui avaient été transformés en dark store, en l'occurrence c'était Frichetier et Gorilla, avaient en fait modifié leur façade, parfois mis des lithophanies, et en fait ils stockaient comme vous l'avez dit, des pots de pâte à tartiner, etc. Donc la mairie de Paris a décidé de leur dire non, vous êtes passés non pas en d'entrepôt, mais vous êtes passé en SYNASPIC, c'est-à-dire en logistique urbaine, qui n'est pas un terme juridique, mais qui est un terme utilisé et qui font partie, ces équipements destinés à la logistique urbaine sont classifiés comme SYNASPIC, c'est-à-dire des équipements, des constructions d'intérêt général, en fait, dans le PLU de Paris. Donc PLU, c'est plan local d'urbanisme, je rappelle. Voilà, le plan local d'urbanisme de Paris, qui est effectivement le règlement qui régit l'utilisation de tous les immeubles. Et en réalité, donc, elle leur a demandé de rétablir la fonction initiale, ou en tout cas la destination initiale de l'immeuble, avec une astreinte. C'est-à-dire de passer de SYNASPIC, puisqu'il fallait une déclaration de travaux pour un changement de destination, même s'ils n'ont pas fait de travaux. Simplement, le changement de destination de ces locaux justifiait une autorisation préalable, une déclaration préalable. Ces sociétés ont saisi le tribunal administratif en référé en demandant la suspension de cette injonction et de l'astreinte qui y était attachée. Et donc ça a été suspendu. La ville de Paris a formé un pourvoi en cassation et le Conseil d'État a dit deux choses. Il a dit la première, c'est que même s'il n'y a pas de travaux, ces changements de destination devaient être précédés d'une déclaration préalable. D'accord. La deuxième chose, le Conseil d'État a dit, il faut tenir compte non pas des destinations telles qu'elles sont définies par le plan local d'urbanisme de Paris, mais des destinations telles qu'elles sont prévues par le Code de l'urbanisme, avec notamment entrepôts. Et donc, censurant la décision du juge des référés, et se prononçant sur le fond du dossier, a dit effectivement il fallait une déclaration préalable puisque c'est un changement de destination. Et le Conseil d'État a dit ce n'est pas de la logistique urbaine, il n'y a pas de clients, c'est donc de l'entrepôt.
Voilà, ça c'est un arrêt du Conseil d'État du 23 mars dernier. Qui a donc donné raison à la mairie de Paris qui était donc en procès contre Frischti et Gorias. Voilà. Vous l'avez donc dit tout à l'heure. Ça va même plus loin parce que c'est vraiment de l'entrepôt. C'est pas considéré comme d'intérêt général. C'est vraiment de l'entrepôt. Alors, dans le même temps, sont parus le 24 un arrêté et un décret qui modifient et qui étaient en préparation, en gestation et qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis le mois de septembre l'année dernière, puisque tout le monde a œuvré pour essayer d'insister ou d'influer un peu sur la rédaction, qui définit les destinations et les sous-destinations du Code de l'urbanisme et qui donc dans ces dark stores, distingue deux choses. La première, ce sont les dark stores purs, c'est-à-dire les locaux destinés à l'entreposage des marchandises qui sont récupérées par des livreurs, et les drive piétons, c'est-à-dire des locaux dans lesquels sont entreposés toujours de la marchandise, où il n'y a pas d'acte de vente, mais où les clients finaux, les clients, viennent chercher leur marchandise. Donc les consommateurs viennent chercher eux-mêmes, les drive piétons, la marchandise. Donc les drive piétons restent dans l'activité commerciale. Et ça, c'était important. Moi, j'avais des clients... Vous avez travaillé sur ce dossier. Alors, on va revenir à Montabor. Gabriel, vous avez lancé un vaste programme d'investissement de 200 millions d'euros pour développer en France, donc dans toute la France, des projets d'hôtels de logistique urbaine que vous appelez Bright House, en opposition à Dark Store. Tout à fait. Alors, comment, à quelle problématique vous répondez en fait en lançant ce programme justement ? Alors oui, pour rebondir sur ce que vous dites sur les sujets de destination, donc déjà c'est une vraie complexité quand on veut faire de la logistique urbaine, puisque de toute façon on transforme des immeubles existants, donc avec des sous-sols, avec parfois des rez-de-chaussée, avec parfois des destinations commerciales, en sous-sol des destinations parking, habitation, enfin on a différents sujets. Donc en fonction des cas, on est en SYNASPIC ou on est en entrepôt. Ça dépend un petit peu des PLU. On a aussi des difficultés avec des PLU qui ne sont pas adaptés du tout, notamment à l'évolution du Code de l'urbanisme, puisque entrepôt, SYNASPIC, etc., vous avez un certain nombre de PLU qui n'intègrent pas l'entrepôt aujourd'hui. Donc finalement, on n'a aucune destination pour développer certains projets. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et je pense qu'on a développé une expertise sur ce sujet, notamment avec effectivement des avocats spécialisés sur ces aspects-là. Alors nous, aujourd'hui, notre solution Bright House, l'idée, c'est d'enterrer une nuisance. Donc clairement, on vient complètement en opposition au Dark Store. C'est vrai que le nom peut avoir l'air très simple, mais bon... modestement, on trouve que c'est quand même une idée assez sympa. L'idée, c'est de libérer l'espace public, de retrouver aussi le vivre ensemble, libérer de toutes ces palettes, toutes ces livraisons donc un peu sauvages qu'on a devant les immeubles, les livreurs qui causent des nuisances malgré eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'espace où aller faire une pause. Oui. Donc notre solution, c'est à la fois donc les trois grandes activités donc de la logistique urbaine que j'ai abordées juste avant, donc le pick-up, effectivement en général sous destination commerciale, qu'on va retrouver en pied d'immeuble, accessible au public. À l'image d'un commerce premium. Donc nous, on se positionne vraiment sur la logistique urbaine. Dans notre idée, c'est un nouveau type d'actif et on préempte vraiment la partie haut de gamme de cette nouvelle classe d'actifs. Donc nos pick-up, c'est à la fois pick-up de colis, c'est à la fois de la conciergerie en fonction des cas pour les commerçants du quartier également, qui peuvent avoir du stockage ça veut dire dans quoi, nos qu'ils entrepôts. stoppent une partie de leurs marchandises chez vous en fait? Tout simplement, il peut y avoir une enseigne par exemple qui a une partie de stockage donc dans notre entrepôt, donc là en infrastructure, et qui du coup va dire tout simplement à son client que il peut retirer son produit. Voilà, dans notre pick-up, dans notre pick-up conciergerie. Donc on a cette activité-là, plus du pick-up classique, c'est-à-dire la personne qui commande en ligne et qui récupère directement dans le pick-up. Donc on a cette partie-là. On a du coup, pour y venir, le stockage déporté pour les commerçants, qui est une autre activité du coup qui, elle, permet tout simplement de proposer des espaces qui sont attendus aujourd'hui, de stockage pour les commerçants au regard des prix des loyers. On a, par exemple, un projet qui est à proximité des Champs-Élysées. Clairement, on n'a pas de mal du tout à avoir des commerçants qui sont intéressés, puisqu'ils ont des vrais sujets aujourd'hui avec des loyers qui sont à 20 000 euros le mètre carré. Le mètre carré est tellement cher que forcément... Donc, on ne sera pas à 20 000 euros, mais en tout cas, ça donne des bonnes idées. Combien le mètre carré, tiens,
Ça dépend des sites, mais aujourd'hui, il y a quand même des sites qui se sont loués entre 4 et 500 euros, hein, donc il n'y a pas longtemps. Par mois par mètre carré par mètre carré par an. Voilà, donc nous, en fonction des sites, on va se positionner dans ces prix-là et plus sur certains emplacements. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des loyers de bureau. Donc, on a cette activité et on a donc la troisième activité qui, je pense, est complètement en lien à ce que vous avez dit sur les dark stores, le colisage. Donc, le colisage, l'idée pour nous, c'est que les livreurs qui vont pouvoir récupérer des colis qui vont être amenés le matin sur nos sites. Donc, le principe qui est le même à chaque fois pour le colisage, c'est que vous avez donc des camions qui arrivent le matin, entre 4h et 7h, 8h du matin à peu près, avec des tournées de 30 minutes par camion qui amène à peu près une douzaine de rôles, de palettes dans un site où il y a une rampe, on va dire, d'approvisionnement. C'est à peu près ce qu'on a. Et à partir de là, vous avez toute la journée des livreurs qui, en véhicule propre, donc vélo cargo électrique, camionnette électrique. Sans émission de CO2, en fait. Sans émission de CO2, voilà. Qui vont livrer toute la journée. Donc, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, en réalité, c'est 5 km à peu près. Oui, on appelle le dernier kilomètre autour d'un site. Et la particularité de notre solution, c'est qu'en plus d'avoir des véhicules qui vont être attachés à chaque site, donc ça on y tient parce que on sait que si demain on laisse finalement le site à un preneur exploitant, très vite on aura des véhicules thermiques parce que ça coûte moins cher, donc tout simplement il y a souvent la réalité économique. Donc pour garantir notre promesse politique, on va avoir ces véhicules qui sont sur chaque site pour assurer les livraisons, donc on garantit vraiment ces véhicules zéro émission. Et donc, en plus de ça, ce qui est important par rapport au sujet des dark stores, c'est qu'on intègre dans chacun de nos sites des locaux sociaux au premier jour. Donc, en fonction des cas, parfois on peut les mettre en rez-de-chaussée. Des fois, il y a des cours. Des fois, on les met en pied d'immeuble. Et parfois, on va les mettre aussi en étage. Donc, on va louer des bureaux pour créer des locaux sociaux identiques à des locaux sociaux de bureaux, comme nous, on a tous. C'est-à-dire, une petite tisanerie, on va dire, avec un espace où ils peuvent faire une pause, aller aux toilettes, se restaurer, fumer, donc sans être en fait à l'extérieur devant les immeubles. D'accord. Donc ça pour nous c'est très important parce que tout simplement aujourd'hui ils n'ont pas d'endroit. Nuisances, en fait. Ouais. Ils n'ont pas d'endroit pour faire des pauses. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement donc d'acteurs dont vous avez parlé, des dark stores, c'est qu'effectivement, ils blindent en réalité ces pieds d'immeubles qu'ils ont loués. Donc, ils les blindent de marchandises. Puis, en fait, les livreurs, ils font des allées-venues. Il n'y a aucun endroit où ils peuvent faire une pause. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes les nuisances dont tout le monde se plaint. Donc, notre solution répond à cette problématique-là pour enterrer ce problème aussi en le gérant directement sur place. Et on reste gestionnaire de nos sites avec une structure qu'on est en train de développer qui s'appelle Bright House Services, où on va rester gestionnaire pour éviter justement aussi les dérives qu'il peut y avoir sur ce type d'activité qui est quand même complexe, effectivement, à gérer. Maître, est-ce que ça répondrait du coup cette solution de Bright House à la plupart des nuisances en fait rencontrées Bah oui, effectivement. Et puis j'y vois un avantage supplémentaire. C'est effectivement aujourd'hui, c'est requalifié, j'allais dire le grand mot, les friches, c'est-à-dire des locaux qui sont vides, abandonnés, inexploitables, pas conformes au confort ou aux standards actuels du commerce ou du bureau, et qui peuvent être utilisés en lieu de stockage qui répondent à des exigences moins importantes. Donc c'est effectivement tout à fait judicieux. Le fait d'associer et d'avoir des garanties de bien-être, de zéro pollution, zéro émission, etc., c'est effectivement aujourd'hui ce qui est recherché par tous les élus. Donc le confort de la population, le confort des salariés aussi, tout le monde y est vigilant, bien sûr. Et du coup, alors oui, les élus. Donc là, vous avez parlé de Paris. Dans quelle ville vous développez ce programme ? Alors aujourd'hui, on a effectivement pas mal de sujets de développement dans Paris. Et donc, dans le cadre du fonds dont vous avez parlé tout à l'heure, donc on est en train de monter un fonds d'investissement avec des investisseurs institutionnels, des assureurs en fait français et internationaux, qui sont très intéressés par ce type de produit, donc effectivement qui est nouveau, mais qui est en fort développement. L'idée pour eux, c'est qu'on puisse aussi développer la région. Donc on s'est mis d'accord avec eux pour développer aussi sur Lyon, Marseille, Bordeaux. Et donc, on commence à regarder des sites aujourd'hui sur ces différentes villes, sur Lyon. L'accueil politique, il est très favorable aujourd'hui sur Paris, en tout cas. On a rencontré jusqu'à la plus haute juridiction, on va dire, sur l'urbanisme, donc le cabinet d'Emmanuel Grégoire, et puis prochainement on rencontre celui de David Béliard. Donc ils sont évidemment favorables à ce qu'on puisse traiter ces différentes nuisances et de nous accompagner dans cette transformation. Ce qui est quand même pas une chose facile. Donc, effectivement, aujourd'hui, la logistique urbaine, tout le monde veut un petit peu en faire puisque c'est un produit qui est encore financé par les banques, on va dire.
et qui est attendu, où il y a très peu d'offres. Néanmoins, c'est complexe quand même. On a des vrais sujets dont vous avez parlé de destination. On a des sujets aussi quand on a des logements au-dessus. Principe, l'entrepôt est interdit, comme vous le savez. Donc on a des vrais freins quand même. Tous les sites ne sont pas adaptables. C'est pas parce qu'on a un parking, une rampe qu'on peut faire un projet. Donc voilà. Des contraintes de sécurité. Il y a des vraies contraintes aussi. Donc il y a des contraintes d'urbanisme. Il y a des contraintes aussi qu'on a avec les copropriétés. Parce que quand on n'est pas dans une maîtrise complète, on a des vrais sujets d'assemblée générale. Mais ça, c'est un peu problématique, de prendre des décisions. C'est pour ça que ce sont des projets qui ont aujourd'hui effectivement une forte valorisation à la sortie, mais quand même un travail très important en amont pour les développer. Et donc aujourd'hui, effectivement, on compte développer la région également pour ces projets-là. Un petit mot peut-être, avant de terminer l'émission, sur mettre les ZFE-M, donc les zones à faible émission mobilité, qui vont passer de 11, il y en a actuellement 11 à 43 en 2025. Forcément... 32 ou 43 43 en 2025, ouais. Bon, j'ai les stats, apparemment c'est 43. Donc voilà, ça va forcément impacter la logistique urbaine. Bien sûr. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que vous travaillez déjà dessus ou pas encore ? Pas énormément en fait, parce que c'est quand même assez circonscrit, assez limité. On est plutôt encore, c'est plutôt exploratoire encore. Il y a des réticences assez importantes, notamment des automobilistes, puisque en fait, ce sont des zones qui sont dans certaines collectivités qui sont dont la qualité de l'air est défaillante. Ce sont des zones qui restreignent le recours à la voiture, l'accès à la voiture en fait. Donc sauf à disposer de labels et de vignettes particulières qui permettent aux véhicules d'y rentrer. Oui, c'est ça, les vignettes critères de niveau 1 et 2 ouvertes. Exactement, voilà. Donc les véhicules 100% électriques. Voilà, exactement. Et donc en réalité, ça restreint l'accès dans les centres-villes concernés. Donc effectivement, il y a un certain nombre de villes aujourd'hui qui est concernées. Elles seront plus nombreuses, mais c'est aussi un peu le sens de l'histoire. Donc donc c'est pas toujours évident pour personne d'accepter ce genre de contraintes, mais c'est pour le bien-être de tous. Et moi, après, pour faire le parallèle avec ce qu'on vient d'évoquer sur les entrepôts et la logistique urbaine, c'est que c'est vrai qu'il y a une espèce de schizophrénie à tout se faire livrer chez soi sans faire d'efforts et exiger en même temps une décarbonation, une limitation des transports, etc. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre au quotidien pour satisfaire tout le monde. Le développement économique, la satisfaction des clients finaux. Gabriel, même question. Est-ce que du coup, ces nouvelles zones, ça va être intéressant pour vous puisque ça va bouleverser assez intensément la logistique de beaucoup de commerces, par exemple dans Paris. Il faudra qu'ils réfléchissent à beaucoup de choses et notamment aussi les bornes de recharge de leurs véhicules. Est-ce que vous prévoyez d'en installer dans les Bright House ? Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai que les véhicules d'approvisionnement, qui viennent en fait tout simplement des plateformes XL, qui sont majoritairement sur Rungis, Gennevilliers, Aubervilliers, autour de Paris par exemple. Aujourd'hui, c'est des véhicules effectivement thermiques, mais ça progresse beaucoup. Ce qui est intéressant dans ces projets de logistique urbaine, c'est qu'on peut constater de mois en mois qu'on a des nouveaux types de véhicules à la fois pour approvisionner les sites et à la fois pour livrer. Concrètement, des véhicules qui sont de plus en plus performants en termes de capacité de recharge rapide, par exemple, électrique, en termes de capacité tout simplement de tonnage, avec des petites dimensions, avec des rayons de giration de plus en plus faibles. Là, on regardait un nouveau type de camion avec un rayon de giration de Smart, pour vous donner une idée. Donc, c'est extrêmement important pour à la fois l'intérieur des sites et pour les approvisionnements. Donc ça évolue très vite. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, pour nous, c'est une très belle opportunité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le secteur des Champs-Élysées, vous avez des enseignes qui se font livrer plusieurs fois par jour d'Aubervilliers, avec des véhicules thermiques, évidemment. Et donc, bientôt, ils pourront plus le faire, en fait, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire presque que ça nous arrange, parce que nous, on leur propose une solution interne à la ville, qui, effectivement, en plus de ça, est zéro nuisance en termes de bruit, puisque les véhicules qui vont livrer nos sites vont être équipés de ce qu'on appelle une isolation phonique certi-bruit.
pour éviter des nuisances aux riverains et puis aussi pour circuler de façon silencieuse plus largement, donc même en journée s'il y a des besoins de réapprovisionnement. Donc voilà, nous, clairement, les zones ZFE, c'est plutôt pour nous une opportunité qu'une problématique. Mais par contre, ça nécessite quand même qu'on puisse avoir un développement, nous et d'autres, bien sûr, de plateformes logistiques intramuros des villes assez important. Ce développement est quand même assez long. C'est long, mais il faut pas non plus... tout le monde s'est inquiété de cette régulation des dark stores et beaucoup ont craint l'interdiction totale. Ce n'est pas vrai. C'est une manière de réguler. Bien sûr. Après, si en fait. Voilà, exactement. Ouais. La collectivité, ce qu'elle fera, c'est que dans son plan local d'urbanisme, elle inscrira la possibilité de réaliser les entrepôts, alors que parfois c'est interdit aujourd'hui. C'est là que les règles ça va revenir aux mains des élus qui vont devoir réglementer. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci, mesdames. Merci. Émission spéciale sur la logistique urbaine décarbonée. Merci à Gabrielle Mian, DG de Montabor, et merci à vous, Isabelle Robert Védy, avocat associé pour Simon Associé. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo. Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.